mesdames et messieurs les professeurs, monsieur Audrey, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Ainsi commence la première session plénière sous le thème informatique. Alors cette science qui a vu le jour récemment, du 20e siècle de cela, elle fait partie de la première évolution remarquable des thérapies jusqu'au point qu'elle fait partie intégrante de la majorité, bien plus de la totalité des entreprises. Aujourd'hui, cette science est diversifiée en plusieurs fonctions spécialisées, développement informatique, sécurité du système d'information ou autre. Et dans sa relation avec les mathématiques, cette science est la l'utilisation et la concrétisation de plusieurs théories, telles que la théorie des graphes, par exemple, ou même à la création de nouveaux domaines informatiques, de nouveaux domaines mathématiques, comme par exemple le domaine mathématique qui a la complexité de calcul. Sans plus vous faire parler, je donne la parole à M. Mohamed. Il vient de l'Université de Laval au Québec et il va nous présenter une intervention intitulée Les botnets, s'informer pour mieux se protéger. Merci. Merci aux responsables et aux organisateurs de nous avoir donné cette occasion d'échanger avec vous sur une variété de sujets. Le sujet de ma présentation, c'est la sécurité. Ce n'est pas de l'utilisation, c'est quand même un sujet qui concerne tout le monde. C'est le botnet pour voir comment les gars affectent vos ordinateurs et vos téléphones et comment ils font des activités illégales, comment on prend de l'argent avec eux. Donc, l'idée, c'est un botnet, c'est un réseau de machines infectées qui sont transformées en zombies, qui sont transformées en des marionnettes qui se suivent aux ordres d'un pirate. Éventuellement, pour continuer les kilomètres du site. Le plan de la présentation, donc, il y aura une introduction sur le botnet, il y aura comment on fait les infections, quels sont les techniques de défense et les techniques d'anti-défense. Donc, on parlera également de choix de loi qui est le cas de botnet. Donc, l'utilisation de mon botnet vient de deux mots, le robot et le network, donc un réseau de robots, un réseau de machines qui sont transformés en zombies. Donc, un réseau de machines infectées, qu'on appelle des zombies, contrôlés par un pirate qu'on appelle Webmaster, et ça date de très loin. Le premier botnet, la monnaie des boîtes, apparu en 1988. Et ça cible toutes sortes de machines, Windows, toutes sortes de systèmes d'exploitation, Windows X et même les téléphones. Il se peut qu'actuellement, il y a une grande chance que votre ordinateur est contrôlé, votre ordinateur ou votre téléphone est contrôlé par un pirate. La probabilité est forte et il se peut qu'il est contrôlé par plusieurs façons en même temps. Donc le schéma est très simple. Donc, vous avez un ensemble de machines qui sont dans les réseaux sur Internet et vous avez un pirate qui envoie des commandes au centre de contrôle de commandes et ces machines-là vont venir chercher ces commandes-là, les exécuter et ramener le résultat à ce centre-là pour qu'il soit visualisé par l'autre. Les bottnets, c'est la troisième génération que, comme l'a dit de manière générale, on est passé de virus dans les années 80 où on essaie de faire du dommage, détruire des fichiers, etc. En même temps, on a vu les verts. La deuxième génération, c'était le choix de loi. Le choix de loi, c'est que le pirate essaie de laver un pied chez vous pour qu'il puisse revenir à tout moment pour voler des informations confidentielles et essayer de faire un peu d'argent de ce qu'il trouve intéressant, une nouvelle carte d'identité, etc. La troisième génération, c'est le botnet, c'est le fait de contrôler plusieurs machines en même temps. Ça donne une puissance supplémentaire au pirate et ils ont pu faire beaucoup d'argent avec ces activités-là, ce qui attire la mafia, les crimes organisés, qui ont investi beaucoup pour gagner beaucoup éventuellement. Donc, voici un petit exemple d'un pirate de 27 ans qui admet qu'il gagnait $140 000 par mois via son. 140
Quelle est la situation actuelle qui disent les optimistes pessimistes? Donc, on estime qu'au moins 10% des ordinateurs sont infectés. Plus réaliste, en 25%. Donc, 1 sur 4 de chez nous a son ordinateur actuellement infecté, contrôlé. 50% du trafic sur Internet n'est pas généré par les êtres humains, mais par des robots. Éventuellement, ce n'est pas des robots, tous les robots sont malicieux. Les dernières années témoignent d'une augmentation exponentielle de nombre de malwares de manière générale. Juste entre 2012 et 2014, il y a l'apparition de 230 millions de malwares, dont une grande partie c'est des robots. Les botnets contiennent une compte d'ordinateurs. On parle de plusieurs millions. Quelques botnets ont même connu jusqu'à 30 millions d'ordinateurs. Avec ce nombre-là, on peut faire beaucoup de dégâts. Parmi le plus connu, on trouve le Storm, qui a été revendu en plusieurs morceaux. Il y a Conficker, il a atteint le pic de 15 millions, au point qu'il a fait beaucoup de dégâts, au point qu'on a formé juste un groupe de travail pour neutraliser partiellement ce botnet-là. Le groupe a fait un très bon travail. Il y a également ZOS qui a été récemment neutralisé partiellement par la FBI, il a été neutralisé à plusieurs périodes dans le temps, mais tout le temps il revient avec sous différentes formes. Et ZOS, la particularité, c'est que la manière de faire ZOS est disponible. On peut créer notre propre botnet qui fonctionne à la manière de ZOS. Il y a d'autres également qui ciblent spécialement Macintosh, pour ceux qui pensent que Mac est à l'abri de code malicieux. Il y a un qui a atteint plus qu'un demi-million de machines Mac ensemble. Ils ont une capacité d'envoyer des spams exceptionnels. Vous voyez par exemple Bredola, une capacité de 3,6 milliards de spams par jour. Un botnet comme cela, il peut aider un pays comme le Maroc. Donc, il peut empêcher tout un pays de se connecter à Internet. Les botnets ont différentes typologies. Donc, on a des centralisés et complètement décentralisés, des peer-to-peer qu'on voit de plus en plus. Et chaque typologie est évaluée par différents critères, la résilience, la revente et la latence. Donc, est-ce qu'il y a des lieux sensibles? Si on les bloque, ça va arrêter tous les réseaux, comme le cas de ces réseaux-là, par exemple. Pour ce réseau, il suffit d'arrêter ces réseaux-là pour rendre orphelin tous les restes de réseau. Cependant, ces réseaux-là ont la simplicité, ont la particularité très simple et un temps de latence très faible. Donc, le temps entre l'envoi de la commande et son exécution est très faible. Ils ont également la particularité de revente facile. Par exemple, si je prends ce réseau-là et je veux revendre mon botnet, je peux couper facilement cette branche-là et la revendre, contrairement avec une architecture peer-to-peer comme celle-là. Donc, à travers le temps, on est passé d'une architecture centralisée vers l'architecture décentralisée. Et on est passé vers des protocoles qui se basent plus sur DLC, vers des protocoles qui passent mieux sur Internet, tels que DNS, HTTP, etc. Aujourd'hui, on a des architectures hybrides qui bénéficient des avantages des deux types d'architecture. Donc, le cycle de vie d'un botnet, il y a création, souvent c'est un choix de droit qu'on crée. Il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles pour la création, do it yourself. Il y a ZOS, on a dit, il y a ZOS do it yourself. Il y a également Twitter do it yourself, c'est faire des botnets qu'on peut commander via des tweets. Après la création, le choix de droit, il y aura l'étape d'infection. Et par après, on rallie tous les machines infectées et qui vont attendre les rencontres.
et les difficultés ont amené le résultat. Donc, le botnet, le cheval de Troie, c'est le centre de fonctionnement d'un botnet. Le mot revient au mythe grec de la ville de Troie, qui a été assiégée pendant 10 ans. Ils n'ont pas pu l'apprendre, les Grecs n'ont pas pu l'apprendre, donc pour l'apprendre, ils ont construit ce cheval-là. Ils ont donné un cadeau, mais à l'intérieur du cheval, ils ont mis des soldats. Une fois à l'intérieur, ils ont la réponse, ils ont développé la situation. Donc, le mot cheval de Troie est très utilisé en informatique pour dire un logiciel empoisonné par du malheur. Donc, c'est un programme malveillant qui cache une application, c'est un programme qui cache une application malheureuse. Donc, si vous voulez télécharger des programmes, des antivirus, des choses sur Internet, etc., il y a un grand risque qu'il cache une fonctionnalité en adaptant malheureuse. Donc, souvent également, il garde une porte arrière ouverte pour laisser la possibilité au gars de venir à tout moment et exécuter les comptes. On va voir qu'est-ce qu'il peut faire de cela, entre autres. La plupart du temps, c'est centré autour de l'argent. Ils vont essayer de voler des informations pertinentes pour les voler, pour les vendre et faire de l'argent. Mais on va voir qu'il y a d'autres types d'attaques avec lesquelles on peut faire de l'argent via le vote. Donc, les éléments qui constituent un cheval de Troie, c'est le cheval. Donc, généralement, c'est une application, une bonne application, c'est des jeux, des antivirus, flash player, des applications dont les utilisateurs ont besoin. Et après, on a le soldat qu'on va cacher, le soldat, c'est la part de payload. Souvent, c'est un backup, c'est une application qui nous donne la possibilité de revenir à tout moment. Et on a le wrapper, l'application qui va combiner le cheval avec le soldat, qui va cacher le soldat dans le cheval. Et on donne toujours le cheval de Troie par un moyen de communication avec le hacker. Pour cela, on utilise différentes manières, soit via le courriel, HTTP, IRC, DNS, etc. Voici un exemple d'un spyware, donc un logiciel espion qui peut faire partie d'un cheval de Troie ou peut-être du même cheval de Troie. Donc c'est Bot qui s'appelle, c'est un petit programme qui, une fois lancé sur un disque dur, il va chercher tout ce qui est pertinent dans votre disque dur, entre autres le numéro de carte de crédit. Donc tout ce qui ressemble à un numéro de carte de crédit, il va avancer, il va le mettre dans un fichier à part. Toute information, adresse courriel, toute information pertinente, il va les ramasser et les placer dans le fichier séparé. Donc ça vient avec la machine qui arrive par là, évidemment. Il y en a plusieurs, c'est l'interface de Corée. Donc, premièrement, il faut créer le cheval de Troie, le serveur du cheval de Troie. Donc, on va créer le serveur. Après, on fixe les paramètres. Le premier paramètre, c'est de dire une fois la machine interprétée comment elle va nous joindre. Est-ce qu'il y a une adresse IP, il y a un courriel ou il y a d'autres moyens. Après, on précise le port sur lequel le port qui sera ouvert sur la machine interprétée. Également, on fixe un mot de passe qui va protéger la connexion. On peut fixer d'autres paramètres de la connexion. Après, on peut attacher le cheval de Troie à un programme qui a une allure légitime, une fonctionnalité légitime. Je peux prendre un jeu, je peux prendre n'importe quel programme. Ici, je vais aller chercher Notepad, le programme Notepad. Donc, je vais injecter mon cheval de Troie dans Notepad. Donc, j'ai choisi Notepad comme cheval, dans lequel je vais. Après, on choisit l'extension, le programme, par les jeux, Notepad, etc. Après, je peux choisir l'icône que je vais donner en application, n'importe quelle icône, pour le rendre, lui donner une allure simple. Donc, je choisis l'icône
Et voilà, le cheval de droit est créé, le serveur est créé, le serveur est créé. Maintenant, je dois la ramener. Il y a certains moyens aux autres machines, par exemple, il y a le courriel ou il y a des sites à côté. Maintenant, je vais la mettre sur l'autre machine. Donc, j'ai deux machines ici, j'ai plusieurs machines. Donc, normalement, ce travail, je l'envoie par courriel, mais pour la translation, je la ramène directement sur la machine que je dois affecter. Une fois exécutée, la personne qui va voir le mot de passe, mais en arrière-plan, moi je vois le droit, c'est exécuté, et ça me donne le contrôle de la machine. Maintenant, si je reviens à ma première machine, je peux me connecter sur la machine affectée, sur le port que j'ai choisi dans la création. Donc, je fixe, je mets le mot de passe et la connexion est créée, et ça me donne le contrôle total de la machine. Donc, les informations sur la machine, le système d'exploitation, les mots de passe, les processus en cours d'exécution. Je peux évidemment faire plusieurs actions, ajouter un processus, donner un processus, etc. Je peux envoyer un message à la machine infectée. Je peux ouvrir un champ avec la machine infectée également. Je peux installer un keylogger sur la machine infectée de sorte que tout ce qui tape sur sa machine, je le vois sur ma machine. Donc, les mots de passe, les sites visités, les chats, etc. Voici un message qui a été envoyé à la machine infectée. Je peux manipuler tout son écran. Je peux faire c'est comme si je suis devant la machine. Ici, je peux ouvrir un chat avec lui. Je peux prendre des captures d'écran. Je peux prendre des captures de caméra également. Donc, pour voir qui est devant la machine. Donc, voilà, il donne vraiment un contrôle total sur la machine. Ici, pour prendre des captures d'écran sur la machine, il y a, ça c'est la capture d'écran, il y a également la capture de caméra. Bref, juste pour dire que c'est très facile de créer un cheval de droit et c'est très facile de voir une machine infectée de la contrôle. Donc maintenant, comment vous êtes infecté par le cheval de droit? Il y a différentes techniques. On trouve les clés USB, on trouve les messages, les sites web pour vous visiter, les réseaux sociaux et également ce qu'on appelle les attaques publiques ou même les médias. Donc, les clés USB, si je vais dans le parking ici, je jette quelques clés USB. Je suis sûr qu'il y a quelques personnes qui vont les collecter, qui vont les mettre sur la machine. Donc, la probabilité n'est pas négligeable. On va passer rapidement pour les spams. Souvent, on reçoit des courriels qui nous insistent à cliquer quelque part pour certaines raisons, parce que le courriel vient de la banque ou vient de notre employé, etc. Donc, une fois cliqué, parfois, il nous dit que votre flash player n'est pas mis à jour, il faut mettre à jour. Mais quand on clique sur la mise à jour, ce n'est pas un flash player qu'on va ramener, c'est un cheval de droit. Le Storm, il a procédé ainsi, il a infecté après 1 million de machines de cette manière-là.
Également, les fichiers attachés, différents types d'attachements, ce n'est pas seulement les fichiers exécutables qui peuvent contenir de code malicieux, n'importe quel type de fichier, PDF, Word, etc., des images qui peuvent contenir de chemins de droit. Bricolage, par exemple, des personnes ont reçu des courriels disant que leur mot de passe Facebook a été modifié par mesure de sécurité et que leur nouveau mot de passe se trouve dans le fichier 6 juin. Une fois qu'ils ont ouvert le fichier 6 juin zip, ils ont été infectés. C'est à peu près 700 000 machines qui ont été infectées de cette manière-là. Carter infecte une machine en incitant les utilisateurs à ouvrir le fichier PDF ou Excel contenant le code malicieux. Par après, ils remplacent leur page Facebook par une fausse page Facebook et une fois ils essaient de se connecter, ils leur demandent des informations sur leur librairie. Ils disent que la vraie page est verrouillée. Il faut aller vérifier l'identité, il va demander le nom, le prénom, l'adresse web, etc. Et vers la fin, il demande un certain montant d'argent pour valider toutes ces informations-là, pour ouvrir le compte de nouveau. Il y a des réseaux sociaux également. Parfois, certains vont essayer de devenir des amis. Ils vont nous demander de cliquer sur des liens qui présentent des vidéos personnelles. Et une fois on clique, on va se trouver sur quelque chose qui a l'allure de vidéo. Mais quand on clique, c'est pas ça transparent sur lecteur vidéo. Quand on clique, on va ramener le code malicieux, je sais pas de droit. Les sites web qu'on visite sont bourrés de chevaux de droit, surtout les sites d'adultes, les sites où tout ce qu'on cherche de gratuit, c'est aussi, il y a plein de chevaux de droit. Donc souvent, comment il affecte en masse les gars qui vont essayer de hacker une machine très visitée, un serveur très visité, un serveur de site de nouvelles par exemple, et là, les visiteurs seront redirigés vers un site qui contient le code malicieux, et vous n'avez pas besoin d'utiliser quoi que ce soit comme commande, de faire juste se rendre sur la page où vous êtes déjà infecté parce qu'il va essayer de bombarder votre navigateur de différents types de codes qui citent différentes vulnérabilités. Si une réussit, donc il prendra le contrôle de votre machine. Souvent, également, vous voyez des fenêtres pop-up qui s'ouvrent sur votre machine pour vous dire, par exemple, que vous avez besoin de mettre à jour Flash Player ou Acrobat Reader, mais c'est pas ça, c'est un cheval de droit qui se cache derrière. Parfois, on vous dit qu'on a détecté des virus dans votre machine et voulez-vous nettoyer. À ce moment-là, vous n'êtes pas infecté, mais le fait d'appuyer nettoyer, c'est là que vous devenez infecté. Il y a des outils très simples à utiliser qui permettent de créer des sites infectés, de créer des choix de droit, de faire tout ce qu'on devrait devoir. Il y a quelques clics. Parmi ces outils-là, il y a 7 qui se trouvent avec Kali. Donc, possibilité de créer des sites web infectés, de USB infectés, de créer de faux Wi-Fi, points d'accès Wi-Fi, même avec les serveurs DNS et DHCP. Il y a aussi une manière d'infection très utilisée, c'est de placer entre vous et Internet et de faire en sorte que tout ce que vous demandez comme site web, qui demande par exemple JavaScript, il sera ajouté quelques codes JavaScript de cheval de droit. Et il y a plusieurs techniques pour créer un même en créant un faux point d'accès Wi-Fi par exemple, ou bien en créant une connexion impossible pour faire une connexion anonyme sur Internet. Donc, c'est ça le schéma. Au lieu que vous connectez directement à votre point d'accès, le pirate va faire de son ordinateur un point d'accès
et tout le trafic passe par lui. Et si vous demandez une page, la réponse sera enregistrée par le cheval de Troie. C'est pas, le cheval de Troie, ces activités n'est pas faite seulement par des criminels, ils sont faites par des États, par des services de renseignement. Le NSA plutôt, il fait beaucoup cela. Il a son programme précédent qui a été évolué vers TRIS, donc il incite ou il forme les grands joueurs d'Internet, tels que Google, Facebook, etc., pour qu'ils mettent des chevaux de Troie dans les applications qu'ils manipulent, donc éventuellement dans votre ordinateur. Le cas le plus connu, c'est les ordinateurs Lenovo. Ils ont avoué récemment qu'ils ont mis des chevaux de Troie au service de NSA. Donc récemment, ils ont publié un patch pour les enlever. Donc il y a un programme de 250 millions de dollars US pour inciter les compagnies à compter des failles que ces services peuvent utiliser. Ils ont même essayé de faire passer des sondages qui contiennent des failles de sécurité. Ils ont des accès sur plusieurs hardware type VPN, etc. Donc maintenant, rapidement, comment ils font de l'argent avec vos ordinateurs, vos téléphones. Donc il y a le public service, le spam, installation de hardware, voie d'information confidentielle, le spam indexing, etc. On va les voir rapidement. Donc le public service, c'est le fait que le webmaster, le maître, donne l'ordre à ses envies d'envoyer des messages en même temps à une machine. Cette machine-là n'a pas la capacité de traiter tout ce qu'elle reçoit, donc elle sera hors service. On peut louer un botnet pour ce genre d'activité et ça coûte entre 30 $ et 60 $ par jour et 1 200 $ par mois. Qui achète ces services-là? On a vu des concurrents pour un hébergeur de site web. BigTeddy, qui a été attaqué par un demi service et on soupçonne que l'attaque provient d'un concurrent. Un concurrent peut acheter ce service pour mettre en service un serveur pour avoir des profits concurrentiels. Donc ici, il y a également dans le demi service un facteur d'amplification, le fait d'utiliser les serveurs DNS pour amplifier le trafic. On n'a pas besoin d'un grand nombre de machines pour lancer des attaques de service. On lance des requêtes DNS. Les serveurs DNS vont retourner la réponse, on trouve notre adresse, de sorte que la réponse va tomber sur la cible. Donc il y a des requêtes qui peuvent générer des réponses 113 fois plus grandes que la réponse. Donc la différence de taille entre la requête et la réponse est 113 fois. Donc si on fait un petit calcul avec un botnet de 11 machines, où chaque machine a une connexion de 1 gigabit, si on fait l'amplification, on peut atteindre 1 gigabit. Donc on peut, avec une centaine de machines, bloquer vraiment une partie d'un pays, bloquer plusieurs institutions critiques de tout un pays. Donc, souvent, c'est des concurrents. On a vu même pour un pizzeria en Italie, un pizzeria qui a loué un botnet pour bloquer le site d'un concurrent américain, de sorte que c'est son seul site dans le coin qui est accessible pour les clients. Également, il y a preuve de puissance qui a été faite, donc on a essayé d'attaquer les serveurs ASIC. Donc s'il y a un endroit où on peut éteindre Internet, c'est d'agir au niveau du serveur DNS ASIC. Donc si on les attaque, personne ne peut accéder à Internet pour faire la résolution de nom, évidemment pour accéder à un serveur. Donc en 2007, quelques serveurs ASIC DNS ont été touchés par le mini-service. Aussi, la Russie a attaqué l'Estonie en 2007. Presque tout le pays a été paralysé par des attaques de mini-services. Il y a également votre identité, le fait que vous avez votre nom, votre date de naissance, etc., dans votre ordinateur, des photos de vous.
Donc on peut faire des cartes d'identité, de faux passeports, de fausses pièces d'identité. Dans certains pays, ça coûte très cher. Dans le Canada, par exemple, ça coûte très cher parce que l'accès aux soins, c'est gratuit. Certaines opérations coûtent des millions. Le fait d'acheter une pièce d'identité coûte quelques centaines de dollars. Ça vous donne accès à un soin qui pourrait coûter 10 millions. Tout ce qui est le site de phishing, ils ont besoin de... On a beaucoup de sites qui vendent des produits illégaux sur Internet, les sites pharmaceutiques qui vendent des faux produits pharmaceutiques, ils ont besoin de cacher leur site. Ils appellent également au botnet, ils utilisent la technique qu'on appelle FastPlus pour cacher ce site-là. Donc jamais l'adresse IP est visible, l'adresse IP est visible pour le navigateur, c'est toujours l'adresse d'un botnet qui est un proxy via lequel on passe pour accéder à ce site-là. Les spams, pour différentes raisons, si on a besoin de publiciser un produit pour une campagne de n'importe quelle nature, on peut louer un botnet pour $70 pour quelques milliers d'adresses, $10 pour une dizaine de millions d'adresses. Ce qu'on appelle le spam textile, comment augmenter le rang d'un site web sur Google. Quand je tape le nom d'un site, le nom d'un produit, comment faire en sorte que mon site web apparaît parmi le premier. En fait, Google classe ça selon l'importance des sites, selon combien votre site pointe en ordre vers votre site. Et donc, si je fais en sorte que mon réseau de droite pointe vers votre site, Google et l'algorithme de Google est obligé de vous faire apparaître parmi le premier. De faire installer toutes sortes de malware, que ce soit pour la publicité ou pour votre téléphone. Évidemment, la tendance actuelle, c'est les téléphones, parce que les gars ont trouvé la manière la plus efficace pour mettre la main directement dans vos poches, spécialement, non seulement pour voler des informations confidentielles, mais il y a des SMS surtaxés qui vont aller chercher du crédit dans votre téléphone, qui vont aller directement dans leur compte. En plus de cela, ils peuvent écouter vos conversations via le GPS, suivre vos déplacements, etc. Il y a également ce qu'on appelle le ransomware, le fait de bloquer l'accès à votre ordinateur ou votre téléphone et vous demander un rançon avant de débloquer. Il y a une augmentation exponentielle des dernières années. Pour les téléphones mobiles, il y a eu juste 400 millions dans 2 ans, 400 millions de malware. 98% c'est les SMS surtaxés. On voit les SMS surtaxés. Comment on peut acheter des botnets ou louer des botnets? Il y a la chaîne BBC qui a fait l'expérience. En 2009, ils ont acheté un botnet de 22 000 amplis pour préparer l'émission. Le prix, ça a varié entre 5 000 et 7 000 euros. Ils ont testé ça pour envoyer des spams pour des attaques du service. Et ça a fait un polémique parce que le BBC a fait des attaques avec les criminels pour acheter ce botnet-là. Où on achète, il y a un marché noir, on peut tout trouver sur Internet. Il a été fermé en 2000, ça s'appelle Silk Road, la route de la soie. Ça a été fermé en 2012 par le FBI, ouvert et fermé en 2014 et en train de se réouvrir sous différentes formes. Donc l'adresse est là. Sur ce site-là, vous pouvez tout acheter, des faux produits, des faux monnaies, même du dollars à gage. On a trouvé même du dollars à gage dans ce site-là. Donc il faut être anonyme. Il nous oblige à être anonyme. Il y a 2 moyens: l'utilisation de réseaux corps et l'utilisation de l'argent Bitcoin qui ne laisse pas de traces. Comment se protéger? Quelques règles simples qui permettent de limiter le gros de votre problème. Avoir un antivirus, un parcours personnel, des outils spécialisés. Donc il faut toujours être à jour par rapport aux toutes sources d'infection, les systèmes d'extraction, antivirus, navigateurs, les clients courriels, passe payeur, etc. Il faut avoir ces applications à jour. Si vous avez un peu de connaissance, il faut surveiller le processus des ports ouverts, les registres,
et surtout les processus qui s'exécutent au démarrage. Quelques règles de bonne pratique: ne pas travailler avec le courriel jour, ne pas désactiver les messages automatiques, ne pas cliquer sur le lien du courriel bleu, être prudent sur le fichier du joint, vérifier l'intégrité des fichiers téléchargeables quand on a le Mac, fermer automatiquement le port, utiliser des mots de passe sécuritaires, utiliser des machines de courriel. Donc ça c'est important. Si vous voulez naviguer dans son endroit risqué, vous voulez une machine de courriel, naviguer à la fin d'utiliser la machine ou la ramener à son état initial. Est-ce que c'est possible de trouver les botmasters? Il y a eu travaux là-dessus. Souvent, pour les détecter, on essaie d'être infecté, donc on crée ce qu'on appelle un méthode, et après, on analyse le protocole utilisé par le botnet, dont l'objectif d'envoyer des commandes au bot ou bien de localiser le centre de contrôle de commande afin de le saisir ou de le neutraliser. Les pirates, également, ils ont des techniques de défense. Il y a une technique d'officiation du code polymorphe. Pour l'anonymat, ils utilisent des proxys ou des isotopes. Ils essayent de rendre leur machine importante en déplacement tout le temps, mobile, en utilisant la technique plus rapide. C'est soit l'adresse IP qui change continuellement, soit le nom de domaine qui change tout le temps. Ils ont à leur faveur ce résultat théorique qui dit que la non-décidabilité de la détection virale, dans le sens c'est impossible de construire un programme qui est capable de détecter le virus. Ça, le fonctionnement de code, je vais le sauter avec je vais rapidement parler de cette expérience qui a été menée par deux Espagnols, comment facilement on met en place un réseau de botnet. Il suffit de louer un serveur quelque part, idéalement dans un pays où il n'y a pas de loi parce que vous risquez d'être poursuivi si l'activité illégale. Installer un serveur proxy et l'ouvrir à tout le monde. Et là, c'est très simple à le faire. Il y a le serveur Squid. Après, modifier le fichier configuration de sorte que toutes les pages qui passent par votre serveur, tous les fichiers JavaScript, on va leur ajouter un schéma de droit en JavaScript et on va publier le proxy dans un site de proxy et on va attendre que les victimes utilisent ces proxys-là. Pourquoi les gens utilisent les proxys sur Internet? Souvent parce qu'ils ont besoin de l'anonymat et souvent c'est les méchants qui ont besoin de l'anonymat parce qu'ils veulent cacher certaines activités illégales. Juste en quelques slides, l'expérience qui a été menée par ces deux personnes-là. En une journée, ils ont mis en place le botnet et en une journée, ils ont eu 5000 machines infectées. Une fois ils ont infecté les machines, ils ont lu les mots de passe utilisés pour accéder au courriel et ils étaient allés voir dans le courriel de ces personnes-là. Celui-là, c'est un Nigérien qui envoie des courriels à d'autres personnes pour dire qu'il est capable de fournir des contrats de travail en Grande-Bretagne, modulo certains frais. Donc, ils envoient des courriels en masse. Et certaines personnes ont répondu, ils ont rempli le formulaire, ils ont envoyé de l'argent, ils ont même envoyé des pièces d'identité, des passeports, etc. Donc, c'est un moyen illégal de vol d'identité. Un deuxième exemple, c'est ce profil-là. Évidemment, ce n'est pas une fille qui se cache derrière ce profil, c'est un gars. Une fois qu'ils ont attaqué le compte, ils ont trouvé que c'est un gars qui se cache derrière et qui gère plusieurs profils. Celui-là, c'est la même personne. Et quand ils ont fait une recherche dans sa boîte à courriel, en mettant le mot Western Union, la recherche c'est 150 000, ça veut dire au moins 150 000 courriels dans lesquels ils demandent de l'argent au lieu d'envoi de certaines photos posées de ces photos. Donc voici la conclusion. Donc le botnet, c'est une menace grandissante. Ça
concerne tout le monde. Un jour ou un autre, vous allez être touché dans votre poche ou bien votre identité, c'est très long à rétablir la situation. Ça prend des avocats et des années pour rétablir la situation. Le technique d'infection le plus utilisé, c'est les USB, le courriel, les sites web, les logiciels et le Wi-Fi ouvert pour tout le monde. Donc il y a une facilité d'attaque et une difficulté de défense.